Aujourd'hui, c'est d'un monde souterrain, tellurique, invisible que j'aimerais parler. C'est le monde des microbes, et en particulier le monde des champignons, qui sont en interaction permanente avec ces arbres et avec une partie de la strate herbacée des forêts. Et ce monde microbien, comme le monde végétal, aujourd'hui, il est soumis à des contraintes extrêmement fortes, puisque le réchauffement climatique qui affecte les forêts, et on en parle depuis quelques heures déjà, on sent bien, on voit bien que les forêts changent, mais quand les arbres subissent des stress, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un cortège d'organismes, et en particulier de micro-organismes, qui sont également modifiés et affectés par ces changements climatiques. Alors sur cette série de cartes là, que vous avez à l'écran, c'est des cartes prédictives qui sont basées sur des modèles. Donc il faut toujours les prendre avec beaucoup de précaution. Mais elles montrent un paysage qui évolue et qui va évoluer de façon extraordinaire au cours des prochaines décennies, puisque là c'est l'état des forêts en 2005, et en tout cas l'état des hêtraies en 2005 et en 2100. Et puis vous avez dans la partie inférieure de la diapositive l'état des chênaies, de chênes verts, sur le territoire national, également en 2005 et en 2100. Et vous voyez bien qu'entre 2005 et 2100, donc à l'échelle d'un siècle, les paysages forestiers français vont changer considérablement. Les hêtraies qui couvrent aujourd'hui une partie importante des surfaces forestières, donc ce que vous avez en rouge, en jaune, en vert, c'est les surfaces couvertes par les hêtres aujourd'hui. Vous voyez qu'en 2100, si les modèles du GIEC sont vérifiés, si on a une augmentation de température de quelques degrés, de température annuelle moyenne de quelques degrés, le hêtre n'aura plus son enveloppe écologique adaptée sur la grande partie de notre territoire, et le hêtre sera relégué aux parties les plus humides et les plus fraîches du territoire métropolitain. Donc il va migrer vers le nord. À l'inverse, le chêne vert, qui aujourd'hui est relégué sur le pourtour méditerranéen, eh bien, si le climat évolue comme on le prédit aujourd'hui, eh bien, il va couvrir une partie extrêmement importante du territoire, et le chêne vert se trouvera sur les rives de la Loire, peut-être pas à Nancy, mais en tout cas à Dijon. Donc c'est une modification considérable des paysages forestiers qu'on va subir, que nos enfants, que nos petits-enfants vont vivre au cours du siècle qui vient. Ça pourrait être dramatique pour les forestiers, mais en réalité, les forêts ont toujours changé. On l'a vu tout à l'heure, les paysages forestiers étaient très différents au siècle dernier, ils le seront au siècle prochain, et donc ce sont d'autres forêts qui vont peupler les paysages. Ce qu'il faut réaliser, c'est que lors de la migration de ces espèces sylvicoles, de ces arbres, hêtres, chênes et bien d'autres espèces, il y a tout un cortège d'organismes qui va également évoluer, et en particulier les micro-organismes. En effet, comme la plupart d'entre vous, quand un promeneur, un randonneur parcourt une forêt, comme cette hêtraie lorraine, il a tendance à regarder le houppier, à être admiratif devant la majesté de ces cathédrales végétales. Et finalement, rares sont les promeneurs qui s'arrêtent un moment pour regarder à leurs pieds et gratter sous le sol, gratter sous la litière et découvrir le monde qui vit, qui prolifère et qui grouille sous terre. Donc ce que je me propose là aujourd'hui, c'est de vous emmener en forêt et ensemble d'aller gratter sous les feuilles, essayer de découvrir ce monde microbien, ces micro-organismes, virus, bactéries, champignons, micro-insectes qui vivent en partenariat avec les arbres et qui constituent une grande partie de la biodiversité forestière. Il ne faut pas oublier qu'en fait, dans une forêt comme celle-ci, près de 50% de la biomasse est constituée des systèmes racinaires et tout le cortège d'organismes, de micro-organismes qui vivent avec ces racines. Donc en fait, la forêt, la biodiversité forestière, bien entendu, c'est la biodiversité des arbres, c'est la biodiversité des végétaux de la strate
herbacées, mais c'est surtout la diversité des organismes souterrains invisibles, et en particulier des micro-organismes qui vivent dans ces milieux. Et en fait, on ne réalise pas toujours que dans chaque gramme de sol forestier en particulier, c'est plus de 50 000 espèces de bactéries ou d'archébactéries qui vivent, c'est près de 2500 espèces de champignons variés et divers qui vont fonctionner et assurer des fonctions clés dans ces écosystèmes forestiers. Donc il est extrêmement important de comprendre comment ces organismes microscopiques interagissent avec à la fois les systèmes racinaires, mais finalement déterminent le bon fonctionnement de ces arbres. Et on voit bien sur cette représentation de la forêt, du monde souterrain de la forêt, qu'en fait, sur chacun des systèmes racinaires, qu'il s'agisse d'un conifère ou d'un feuillu, on va avoir des champignons symbiotiques, des champignons commensaux, des bactéries qui vivent autour du système racinaire, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce système racinaire, c'est l'entrée essentielle de l'énergie et du carbone dans le monde souterrain de la forêt. On considère qu'à peu près 25 à 40% des sucres fabriqués par une plante, par les arbres, vont être injectés dans le sol par le biais du système racinaire et ainsi alimenter toute une microflore et une microfaune qui dépend totalement de l'apport de ce carbone et de ces sucres. Donc on essaye de comprendre comment ces micro-organismes reconnaissent leurs plantes hôtes, comment ils interagissent avec eux et comment ils impactent leur fonctionnement. Donc aujourd'hui, on comprend mieux l'interaction des arbres avec leur cortège de micro-organismes, et je reviendrai sur ces aspects, les mécanismes qui sont impliqués dans l'interaction. Mais ce qu'on a découvert ces 10 dernières années, c'est que ces réseaux de microbes qui peuplent la forêt pouvaient tresser des alliances avec les arbres, mais en même temps former, si on ose le dire, des réseaux sociaux qui vont associer les différentes plantes les unes aux autres. Entre ce conifère et on va dire que c'est un chêne, vous voyez que les champignons, alors pas la partie visible qui est ramassée par les mycologues, mais les filaments microscopiques qui parcourent le sol, qui interagissent avec les racines pour former des symbioses, eh bien ces réseaux sont capables d'interconnecter les plantes les unes aux autres et permettent ainsi la création de flux de sucre, d'éléments nutritifs et peut-être même de signaux entre les différents partenaires de la forêt. Donc aujourd'hui, on s'efforce de comprendre les interactions qui déterminent la création de ces réseaux. Donc le microbiologiste forestier, aujourd'hui, y compris en Lorraine, où on a beaucoup de spécialistes de ces activités, de ces disciplines, il cherche à comprendre comment l'écosystème fonctionne. Mais pas simplement en étudiant l'interaction de l'arbre avec son environnement, mais également comment les champignons interagissent avec les arbres, comment les champignons symbiotiques aident les arbres à croître, comment les champignons décomposeurs interviennent dans le cycle du carbone et dans le cycle des éléments biogéochimiques de la forêt, et comment également les bactéries, ces dizaines de milliers d'espèces de bactéries, interviennent dans le processus. Donc il s'agit de comprendre les interactions entre les champignons décomposeurs et symbiotiques, les interactions entre les champignons et les bactéries, mais également les interactions entre ces microbes et les arbres. Donc en fait, on est dans une phase aujourd'hui où on décrit, recense, inventorie ce cortège d'organismes, où on essaie de comprendre les interactions entre les micro-organismes et les plantes, pour essayer de modéliser à terme ces processus, de manière à, espérons-le, pouvoir conseiller les gestionnaires forestiers sur une meilleure utilisation de ce microbiote, l'ensemble des microbes qui peuplent la forêt. Donc comprendre le fonctionnement des micro-organismes, c'est comprendre un des rouages clés des communautés forestières, puisque ces champignons, ces microbes, ils sont à l'interface entre les arbres et le sol. Il faut comprendre leur diversité et leurs fonctions de manière à mieux maîtriser l'utilisation de ces micro-organismes pour une meilleure santé, une meilleure croissance des arbres. Et puis, il ne faut pas l'oublier, ces micro-organismes jouent un rôle clé dans la fertilité des sols. Parfois en promenade,
dans un certain nombre de forêts. On travaille aussi bien sur la forêt tempérée, comme vous l'avez en bas à gauche, la diapositive. La chênaie est très traditionnelle en Lorraine. La forêt boréale, du nord américain ou du nord eurasien. Et puis de plus en plus de travaux sont aujourd'hui menés sur la forêt tropicale et subtropicale. On a depuis quelques années essayé de comprendre l'effet des changements environnementaux sur les communautés microbiennes forestières, et en particulier développer les outils de la génétique moléculaire, et en particulier les inventaires basés sur l'ADN pour inventorier les communautés microbiennes dans différents écosystèmes forestiers. Vous avez ici une carte du monde où vous avez un ensemble de sites qui sont expérimentalement équipés et sur lesquels on inventorie, on recense la diversité microbienne, mais également les fonctions que ces microbes expriment. Dans cette expérimentation qui est menée dans le Valais suisse, qui est tout à fait représentative des expérimentations qui sont conduites depuis un certain nombre d'années, c'est intercepter les précipitations, simuler des sécheresses, de manière à avoir l'impact à la fois sur la pinède, à la fois sur le fonctionnement des arbres, leur fonctionnement photosynthétique, ou bien sur leur capacité d'absorption de l'eau, leur efficience d'utilisation de l'eau, mais c'est également l'impact sur l'ensemble du cortège de micro-organismes qui vit autour du système racinaire et dans le sol, dans ces pinèdes. Et là, on a des résultats tout à fait spectaculaires, c'est-à-dire que l'interception de l'eau, censée simuler des sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes, a un impact considérable à la fois sur la diversité, et le nombre d'espèces qui sont présentes dans le sol, mais également sur la nature des espèces qui sont présentes et leur fonctionnement. Donc là, on peut déjà présager qu'avec les sécheresses dont la fréquence augmente et augmentera dans les prochaines années, on va modifier considérablement le fonctionnement de la strate herbacée, des arbres, des essences sylvicoles, mais également de tout le cortège de micro-organismes qui vit autour de ces arbres. Et on voit disparaître, en fait, dans ce type d'expérimentation, c'est des pans entiers de la diversité, des milliers d'espèces qui sont affectées par l'absence d'eau ou la diminution des précipitations. Et on voit apparaître des espèces très rares qui deviennent prépondérantes en période de sécheresse. Certains champignons sont particulièrement bien adaptés à ces conditions de sécheresse extrême, et à ce moment-là, on voit leur population considérablement exploser lors de ces sécheresses simulées. Le réchauffement climatique, l'augmentation des sécheresses va avoir un impact considérable sur la diversité microbienne et les fonctions qui sont portées par ces micro-organismes. On a, avec nos collègues suisses, depuis une vingtaine d'années également, essayé d'estimer l'impact du réchauffement climatique sur les populations de champignons. Alors pas uniquement les réseaux de filaments souterrains que j'ai mentionnés tout à l'heure, mais sur leurs organes sexuels, c'est-à-dire ce que vous ramassez en forêt quand vous ramassez des champignons, cèpes, cortinaires, chanterelles, ce qui est cueilli est l'organe sexuel de ce réseau mycélien qui colonise le sol. Mais c'est un bon indicateur de la diversité souterraine, et c'est facile d'inventorier une forêt, d'y revenir tous les ans pendant des dizaines d'années et considérer que la diversité microbienne, la diversité des champignons dans ces forêts est reflétée par la quantité, le nombre de fructifications et l'endroit où ces fructifications sortent. Et donc on a pu suivre dans le massif alpin, dans plusieurs vallées du massif alpin, l'évolution de ces populations de champignons, leur fructification. Et on s'est aperçu qu'il s'agisse des champignons symbiotiques, comme cette amanite tue-mouche, mais les chanterelles et bien d'autres champignons comestibles qui sont très appréciés, également les dégradeurs de litière et les dégradeurs de bois, comme les polypores, les cortinaires, les lépistes, et puis les décomposeurs de bois comme ces amadouviers, eh bien, l'ensemble de ces espèces de champignons avaient migré vers les sommets, vers les cimes, et les déplacements sont tout à fait considérables. On considère qu'au cours des 20 dernières années, ces populations de champignons, ces communautés de champignons ont grimpé d'une vingtaine, d'une trentaine de mètres. Donc les arbres montent vers les cimes, montent vers les alpages, et ils sont accompagnés au cours de leur migration par tout ce cortège d'organismes, de champignons. Et donc, cette évolution des poussées de champignons est un excellent indicateur des modifications considérables dans les populations microbiennes qui vivent dans les forêts.
Nos collègues américains dans les forêts du nord de l'Amérique, à la fois aux États-Unis et au Canada, ont également essayé d'estimer à partir des cartes prédictives du GIEC, donc avec des augmentations de température moyenne de l'ordre de 4,5 degrés ou pire encore de 8,5 degrés, ont essayé d'estimer comment le paysage forestier allait évoluer. Donc effectivement, il va évoluer de façon considérable avec certaines espèces qui vont migrer vers le nord et d'autres espèces qui vont remplacer les feuillus, vont remplacer les conifères et bien d'autres modifications dans les essences sylvicoles, mais ils ont pu comptabiliser qu'à peu près 26% des espèces de champignons majeurs qui peuplent ces forêts, en particulier des champignons symbiotiques qui forment des interactions bénéfiques avec les arbres, avec les plantes, allaient disparaître au cours des 50 prochaines années. Donc ce sont des modifications considérables du cortège microbien forestier auquel on va assister au cours des prochaines années. Et puis là, je vais vous résumer les travaux que nous menons dans une région du sud-ouest de la Chine, dans la province de Yunnan, qui est une des provinces encore très boisées. Près de 60% du territoire du Yunnan est couvert de forêts, avec des forêts d'une très grande naturalité, avec beaucoup de réserves naturelles et beaucoup de parcs nationaux. Là, nous sommes dans des forêts à 3500 mètres d'altitude, sur différentes parties de cette province. Et ce qui nous intéresse, c'est à la fois de faire un inventaire de la microflore de cette région du monde, parce que, comme les régions boréales, ce sont des régions particulièrement sensibles au réchauffement climatique. Le réchauffement y est plus important qu'ailleurs, zone de montagne, d'altitude, près du massif himalayen. Et donc les changements sont encore plus brutaux que ce qu'on peut observer dans les forêts tempérées comme en Lorraine. Donc l'objectif là est d'inventorier la microflore, aussi bien bactérienne que fongique, et pour en faire un référentiel, c'est-à-dire que les équipes de nos collègues chinois vont pouvoir revenir sur ces 10 prochaines années, les 50 prochaines années, de manière à suivre l'évolution de ces populations microbiennes suite au changement climatique. Mais en même temps, on en a profité pour voir quels étaient les facteurs majeurs, quels étaient les facteurs clés, les moteurs de la diversité microbienne dans ces écosystèmes assez exceptionnels. Quels sont les facteurs finalement qui déterminent la diversité, la biodiversité de ces micro-organismes. Il s'agit de forêts subtropicales. On a des forêts humides, on a des forêts sèches. Elles sont fortement déterminées par leur composition et fortement déterminées par les moussons. On a une saison sèche, on a une saison humide avec des pluies considérables. On a plus de 3 mètres de précipitations dans certaines vallées. Donc c'est vraiment un endroit idéal pour étudier la fonge, c'est-à-dire l'ensemble des champignons qui vivent dans ces forêts subtropicales. Alors je vais résumer rapidement, mais quelques facteurs clés qui déterminent la diversité de ces communautés microbiennes. D'abord, il faut aller sur le terrain, prélever des carottes de sol, c'est-à-dire des petits volumes, des petits cylindres de sol, plusieurs milliers pour avoir un échantillage représentatif dans chacune des forêts, plusieurs fois par an, aux 2 grandes saisons, la saison humide et la saison sèche. Et sur chacune de ces carottes de sol, qui fait à peu près une vingtaine de centimètres, on distingue la litière, leur horizon organique et l'horizon minéral. Et pour chacune de ces fractions, on va extraire l'ADN bactérien et l'ADN fongique qui s'y trouvent, également l'ADN végétal, de manière, grâce aux techniques des empreintes génétiques, faire l'inventaire des espèces qui sont présentes. Donc sur cette analyse en composantes principales, chacun des points correspond à un échantillon dans une forêt donnée, et on a étudié en particulier les forêts à lithocarpus. Donc les lithocarpes, je crois qu'en français on dit les chênes à tan ou à tanne. On a regardé sous les chênes, sous les épicéas, sous les sapins et sous les pins, et on s'aperçoit que chaque point représentant un indice de richesse de la diversité microbienne, on voit bien que l'un des facteurs déterminants de la composition de la diversité microbienne, eh bien, c'est l'espèce végétale. Comme en Europe, dans les forêts tropicales ou subtropicales, l'arbre hôte détermine son cortège de micro-organismes. À chacun des arbres, conifères ou résineux, on va avoir un cortège de micro-organismes, bactéries ou champignons, qui lui sont inféodés. Et pour chaque arbre, on peut avoir des espèces qui sont vraiment spécifiques et qui ont coévolué avec ces arbres depuis des millions d'années. Donc le facteur majeur de la structuration de ces communautés microbiennes, aussi bien dans les forêts tropicales que les forêts tempérées que les forêts boréales, c'est la nature de l'arbre hôte.
L'autre facteur qui va avoir un impact déterminant, c'est la nature du sol, l'horizon. Dans l'horizon organique, dans la litière, dans l'horizon minéral, on va avoir des populations microbiennes extrêmement différentes. Et puis, un facteur évidemment majeur qui va déterminer la diversité microbienne, eh bien, c'est les conditions environnementales. Et un des facteurs environnementaux clés qu'on a sur cette figure, un peu compliqué, mais en fait, sur l'axe des X, chacune des lignes de la gauche vers la droite représente une espèce microbienne. Donc là, sur une colonne de haut en bas, on a plus de 5000 espèces de champignons qui ont été détectées dans ces forêts. Et on suit après, de la gauche vers la droite, un certain nombre de facteurs, à la fois l'arbre hôte, et puis, sur la deuxième partie de la diapositive, l'effet de l'altitude. Donc on est dans les mêmes écosystèmes forestiers, on compare des essences comme le pin, mais on va dans des pinèdes à des altitudes différentes, et là on s'aperçoit qu'à 1200 mètres, à 1600 mètres, à 1700 mètres, à 2000 mètres, à 2300 mètres, à 2700 mètres, dans chacune de ces pinèdes, on s'aperçoit en fait que les populations microbiennes évoluent avec le gradient altitudinal. Donc il est clair que l'hôte détermine considérablement sa structure, fortement sa communauté microbienne, mais les facteurs édaphiques comme la nature du sol, les précipitations, l'altitude modifient ces communautés. Donc avec le changement climatique, il faut s'attendre, encore une fois, à ce qu'il y ait des modifications profondes de ces communautés microbiennes associées à l'arbre, et par contre-coup, un effet sur les fonctions qui sont remplies par ces micro-organismes qui facilitent l'absorption de l'azote, du phosphore et des microéléments, qui sont en compétition avec les pathogènes et qui stimulent également la croissance et la nutrition des plantes. Donc en modifiant profondément ces communautés microbiennes, il faut s'attendre à ce que la biologie, la physiologie de ces arbres soit modifiée et de ce fait l'ensemble du fonctionnement de l'écosystème forestier. Dans la dernière partie de l'exposé, c'est juste pour vous signaler qu'aujourd'hui, au-delà de faire l'inventaire de ces micro-organismes, de suivre comment ils évoluent dans l'espace et dans le temps, on est capable, avec les outils de la génomique, et en particulier de la génomique et de la transcriptonique, où on peut mesurer l'expression des gènes in situ, on peut prélever du matériel sur le terrain, et si on le fait correctement, dans d'excellentes conditions de conservation, on peut suivre quels sont les gènes qui étaient exprimés par les organismes, et en particulier les micro-organismes, lors du prélèvement. Ça veut dire qu'on peut accéder aux fonctions qui sont exprimées par ces organismes sur le terrain. Donc aujourd'hui, on est capable, avec ces outils, qui restent encore assez coûteux, de suivre un certain nombre d'activités clés exprimées par ces champignons ou ces bactéries, et en particulier les processus de décomposition de la matière organique. Je vous l'ai précisé tout à l'heure, un des rôles clés de ces champignons, et en particulier des champignons décomposeurs, c'est d'assurer le recyclage de la matière organique, la décomposition du bois, la décomposition des détritus végétaux, pour assurer la fertilité des sols et le cycle constant de ces éléments dans la biosphère et en particulier dans la forêt. Donc pour nous, il est particulièrement important de suivre l'expression des gènes qui encodent ces activités enzymatiques, ces ciseaux moléculaires qui sont responsables de la décomposition, de la dégradation des feuilles, des branches, des brindilles, des troncs qui sont sur le sol. Et on a ici, par exemple, je ne vous demande pas de décortiquer la diapositive, c'est juste pour vous montrer qu'avec ce type d'analyse, on peut suivre pour chacune des espèces présentes, pour chacune des enzymes, des ciseaux moléculaires impliqués dans la décomposition, et bien on peut suivre dans les différents écosystèmes, dans les différents échantillons, comment ces gènes, comment ces fonctions sont exprimées. Donc on a la possibilité aujourd'hui d'inventorier le monde microbien, mais également de voir quelles fonctions il remplit et comment ces fonctions clés, comme la décomposition de la matière organique, comme l'interaction sur la nutrition des plantes, est affectée par soit la gestion sylvicole, soit par les modifications de l'environnement forestier suite au changement climatique. Et puis, dernier point, ces interactions entre les arbres et les champignons, en particulier les champignons symbiotiques, les champignons bénéfiques, qu'on appelle les champignons mycorhiziens, et qui vivent sur l'ensemble du système racinaire de l'arbre, qui jouent un rôle clé dans l'absorption des éléments nutritifs et leur transfert à l'arbre, eh bien on s'est aperçu que certains de ces champignons
ceux qui sont particulièrement abondants pendant l'été ou pendant les sécheresses, un certain nombre de ces champignons symbiotiques ont une très forte résilience à la sécheresse. Et quand ils sont associés à l'arbre, au pin par exemple, il peut conférer à l'arbre une meilleure efficience de l'utilisation de l'eau. Et en particulier, on travaille sur un champignon qui forme des structures un peu noirâtres sur les petites racines des arbres. Il a un nom que vous n'êtes pas obligé de retenir, qui s'appelle Cenococcum. Eh bien, ce champignon très mélanisé a des propriétés biochimiques et physiologiques qui lui confèrent une résilience tout à fait exceptionnelle à la sécheresse. Et donc, quand il recouvre un système racinaire comme celui de ce pin, il confère à sa plante hôte cette capacité de résistance à la sécheresse, et en particulier à une meilleure utilisation, une meilleure efficience de l'utilisation de l'eau. Donc aujourd'hui, on essaye de domestiquer ce type de champignon pour pouvoir l'associer à des arbres, à des jeunes plantules, pour leur assurer un meilleur métabolisme de l'eau et une meilleure résistance à la sécheresse. En tout cas, ces champignons, aujourd'hui, sont capables de stimuler la croissance des arbres, et vous le voyez sur cette photographie d'ailleurs, puisque Cyril Bach, collègue de l'INRA, dans sa main droite, il a un sapin de Douglas qui est colonisé par la microflore fongique, par les champignons symbiotiques lambda qui peuplent la pépinière. Il n'y a pas eu de sélection de fait. Les racines sont colonisées, les racines sont en symbiose avec ces champignons. Ça fonctionne bien. Mais si, sur ce système racinaire du sapin de Douglas, on introduit un champignon qu'on a sélectionné, qu'on a domestiqué, parce qu'on le sait qu'il est particulièrement efficace dans la stimulation de la nutrition, on voit bien que la présence de champignons domestiqués sur le système racinaire, qu'on a inoculé à l'arbre, permet une croissance nettement améliorée du sapin de Douglas. Donc on améliore la croissance, et en même temps, quand on va transplanter ces sapins de Douglas sur le terrain, où les conditions de reprise sont toujours difficiles, eh bien ce champignon va conférer une meilleure résistance au stress de la transplantation. Donc on peut domestiquer cette communauté microbienne de manière à mieux gérer les forêts du futur en conditions de sécheresse ou en conditions de changement climatique. Donc là, pour résumer ce qu'on a déjà dit ce matin, et en partie ce que je viens de dire, qu'est l'avenir pour les forêts dans l'Anthropocène? C'est une question qu'on nous pose souvent et auquel Meriem, je crois, on est incapable de répondre aujourd'hui. Il y a différentes options pour essayer d'atténuer les effets du changement climatique, du réchauffement climatique, de l'augmentation des sécheresses, de l'augmentation des tempêtes sur les écosystèmes forestiers. C'est d'abord compter sur la sélection naturelle, adaptation par la sélection naturelle. Mais c'est un processus que les arbres connaissent bien, mais généralement, il leur faut 1 millier d'années pour s'adapter à un nouvel environnement. Et nous, il nous reste 100 ans là, donc ça risque d'être bien court pour que les arbres et leur cortège d'organismes puissent s'adapter par le processus d'évolution génétique naturelle. Il y a l'acclimatation. Les arbres, comme tous les organismes, sont capables de s'adapter au changement de l'environnement en modifiant leur physiologie. Mais franchement, un chêne pédonculé, dans 5 ans, il va avoir bien du mal à survivre au climat qu'on va connaître en Lorraine, et il va mieux peut-être aller chercher des chênes blancs, des chênes pubescents en Provence pour venir peupler nos chênaies. La migration naturelle, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a 6000 ans, les forêts qu'on avait en Europe étaient très différentes des forêts qu'on a aujourd'hui. On sait que les arbres sont nomades, ce sont des migrants climatiques, ils oscillent du nord vers le sud par tous les 10 000 ans, mais là on ne leur laisse pas le temps, ils n'auront pas le temps en 100 ans de migrer, donc il faut probablement assister cette migration, et on l'a vu avec notre collègue de l'ONF ce matin qui parlait des îlots d'avenir. Il faut tester de nouvelles essences, de nouvelles variétés génétiques d'arbres mieux adaptés au climat. Ce que je souhaite en tant que microbiologiste, c'est que les forestiers ne se contentent pas de faire migrer ou de sélectionner de nouvelles espèces d'arbres mieux adaptés à nos climats, mais c'est qu'ils n'oublient pas que ces arbres-là, ils vivent avec un cortège de micro-organismes, et donc s'il y a migration, il faut qu'ils migrent avec leur valise de micro-organismes, avec leur microbiote adapté de manière à pouvoir survivre à ces nouvelles conditions qu'ils vont subir dans les années qui viennent. Et puis le dernier aspect que nous autres généticiens proposons régulièrement, c'est qu'on peut manipuler le génome des arbres. On a séquencé plusieurs génomes d'arbres, on connaît bien leur patrimoine génétique, on pourrait modifier un certain nombre d'expressions de gènes, on pourrait introduire dans ces arbres des gènes pour leur faciliter l'adaptation à la sécheresse,
mais aujourd'hui en Europe et en France en particulier, les organismes génétiquement modifiés ne sont pas très appréciés par le public, sont interdits, donc ce n'est pas une option sur laquelle on travaille pour essayer d'avoir des forêts dans le futur mieux adaptées au changement climatique. Bien, voilà, j'en ai terminé. Merci à mes collègues d'avoir m'aidé à comprendre ce monde des microbes vivant en interaction avec les arbres. Merci de votre attention.